Bonjour, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 10 mars 2012 et c'est avant mon activité du bistrot rencontre et avant la conférence un peu plus tard dans la soirée. Je voulais vous enregistrer une petite mini-conférence en lien avec différentes informations un peu spéciales que je voulais partager, des choses que j'explique parfois par courriel à certaines personnes qui m'écrivent, mais que je me disais que ce serait bien que je mette en vidéo. Juste avant ça aussi, je veux vous mentionner un site web tout nouveau que j'ai découvert et un livre qui est sorti dans le courant de l'été dernier, qui était assez extraordinaire. Je vais aller chercher ce livre-là pour commencer. OK, alors, c'est le livre de Daniel Meroy-Givaudan, Testament des Trois Maries. C'est un autre de ses livres qui est extrait des Annales akashiques de la nature. Donc, c'est un livre qui vient des mémoires de la Terre. Daniel a la capacité de plonger dans les annales de la Terre et de ramener des événements qui se sont passés dans le passé. Et c'est un vrai bijou. Ce livre-là, ça entre à l'intérieur de nous, là, comme une lumière super riche. Pour les gens qui n'auraient pas entendu parler du tout, les trois Maries, telles que résumées un peu en arrière du livre, par exemple, Marie-Salomé, Marie-Jacobée, Marie-Madeleine. Le nom de Marie comme ça a été rajouté au fil des siècles par la suite, mais à l'époque c'était davantage Salomé, Jacobée et Myriam de Magdala. Alors pour ceux qui me connaissent, vous pouvez imaginer comment ce livre-là peut me toucher très profondément. Alors, naturellement, je ne le raconterai pas parce que c'est mieux de le découvrir, mais juste vous dire, entre autres, que l'histoire du livre se situe quelques années après la vie publique de Jésus, et les trois femmes se retrouvent autour d'un feu ensemble et se racontent qu'est-ce qu'elles ont vécu chacune de leur côté en présence de Yeshua, de Jésus, mais qu'elles n'avaient pas eu le temps nécessairement de se partager parce que dans les 3 années de la vie publique, tout allait très vite. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de gens qui arrivaient dans cette petite communauté-là. Et chacun vivait son éveil spirituel à sa façon, mais les gens ne pouvaient pas toujours se raconter tout ce qui se passait et tout ce qu'ils avaient vécu dans leurs échanges avec Jésus, dans leurs apprentissages, comment ils avaient été transformés à son contact. Alors, ce livre-là nous dévoile leur vie plus intime, leurs émotions, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur d'eux. C'est tellement beau, tellement bien écrit. Daniel Meroy a un talent extraordinaire pour raconter aussi les événements tout en s'imprégnant des scènes véridiques qu'il a captées. Et ça me faisait sourire aussi en même temps, à un moment donné, quand je voyais un petit détail du livre, parce que au moment où ça s'est vécu dans la vraie vie, il y a près de 2000 ans, les trois femmes étaient seules autour du feu. Mais comme tout s'enregistre dans la mémoire de la nature, en fait, bien qu'il n'y avait pas de caméra vidéo, l'événement était comme enregistré énergétiquement. Et plusieurs milliers, près de 2000 ans plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, de par un homme qui est capable d'aller dans les annales, et il y a d'autres personnes aussi que Daniel qui ont cette capacité-là, il peut ramener comme la mémoire énergétique, le film de tout ça, un peu comme si on avait eu une vidéo qui aurait filmé leur partage, leur événement au moment où ces femmes-là se parlaient ensemble. Et ça me faisait sourire parce que quand le livre est sorti l'été dernier, je donnais des petites conférences gratuites au Parc La Fontaine. Et c'était très intimiste parce que j'ai pas beaucoup de publicité et c'est pas évident avec tout ce qui se passe à Montréal et partout, d'attirer des gens. Puis ce que je fais, c'est assez avant-gardiste aussi, ce que j'enseigne. Alors, souvent, il y avait 1, 2, 3 personnes. C'était souvent un petit groupe très intimiste. Et je me souviens qu'une fois, je leur ai dit, puis j'avais pas encore lu le nouveau livre de Daniel, c'est le dernier que Daniel a sorti cet été. À un moment donné, j'ai raconté aux gens qui étaient là que même si on était 2, 3, 4,
pour moi, c'était pas grave parce que l'essence de tout ce qu'on partageait était très précieux, puis ça pouvait faire des changements importants dans nos vies. Mais au-delà de ça, je savais aussi que ce qu'on vivait était enregistré énergétiquement. Et je savais que ce que je partageais et ce qui me partageait, qu'à un moment donné, ça pourrait ressortir un jour à travers les annales akashiques de la nature. Donc, j'ai trouvé ça très drôle quand, quelques semaines plus tard, le livre de Daniel sort et justement, il raconte ça à un moment donné que même s'il y a peu de gens qui ont été témoins de ce qui s'est passé, les annales akashiques ont enregistré tout ça et on a la possibilité d'avoir accès à cette information-là. Donc, si vous, de votre côté, parfois, vous vivez des événements spéciaux, des fois en compagnie d'uniquement quelques personnes, et que ce qui se passe là, ça pourrait avoir une valeur au niveau de la transmission de la connaissance, sachez que peut-être un jour, ces informations-là, ces expériences-là vont être retrouvées et vont être mises à la disposition de d'autres personnes. Des fois aussi, je fais des blagues, mais ce n'est pas vraiment des blagues. Je sais aussi qu'il y a des êtres, des peuples de d'autres terres qui ont accès à nous, qui ont des moyens technologiques, énergétiques, dimensionnels, interdimensionnels, pour savoir ce qui se passe sur notre Terre ici. Des gens qui peuvent être sur le Soleil, sur Mars, sur Vénus, certains qui sont dans des grands vaisseaux spatiaux en repérage, en exploration, en observation de ce qu'on vit ici. Alors, il y a beaucoup d'observateurs sans qu'on en soit nécessairement conscient. Et donc, parfois, quand je fais quelque chose, et même parfois quand je fais quelque chose que je suis toute seule chez moi, et des fois des décrets de lumière à haute voix dans mon salon, tout ça, je sais que je ne le fais pas que pour moi. Je sais que je ne le fais pas que pour quelques personnes. Je sais qu'il y a aussi des gens, des observateurs beaucoup plus loin qui assistent à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de mettre en place, à ce qu'on est en train de créer. Alors, c'est un petit clin d'œil que je voulais dire aussi pour ça, comme quoi que quand on fait une semence, même si elle est à petite échelle, il y a quelque chose de ça qui va grandir et qui pourra rayonner au-delà de ce qu'on peut imaginer dans le présent. Bon, alors ça c'était en lien avec le livre Testament des Trois Maris de Daniel Leroy-Givaudan. Et entre autres aussi sur mon site Tous Unis, la section 3, everyoneweb.fr, /Tous Unis 3. J'avais enregistré des petits documents audio pour parler des autres livres de Daniel en lien avec les annales akashiques de la nature. Et j'ai fait aussi une vidéo dans le passé, il y a 1 an et demi environ, qui parlait de la collection des livres de Anne et Daniel Leroy-Givaudan quand ils étaient ensemble, quand ils étaient en couple. Maintenant, ils sont chacun de leur côté dans une nouvelle relation. Alors, si vous voulez plus d'informations, sur mon site Tous Unis 3, everyoneweb.fr, /Tous Unis 3, ou dans une vidéo précédente, vous verrez que je vous parle de plusieurs de ces livres. Bon, je vais le redéposer. Maintenant, l'information que je voulais partager au sujet d'un site web que j'ai découvert, ça aussi c'est drôle comment j'ai été mis en contact avec ça. Dans l'immeuble où j'habite, on a au 26e étage une grande salle de lavage avec une bibliothèque où les gens de l'immeuble peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, comme tout ce qu'ils veulent, c'est un peu supervisé, mais on peut apporter des livres, des cassettes, des CD, des documents audio, vidéo. Alors, il y a des gens qui ont mis là des livres ou des documents audio-vidéo qu'on peut consulter. Et j'ai trouvé, il y a quelque temps, un coffret assez âgé qui datait de 1999, donc 12-13 ans environ, avec 8 cassettes à l'intérieur. Donc, c'était un séminaire, un atelier qui avait été donné par Alain Dumont. Son site web, c'est alaindumont.ca. Et je suis allée voir sur son site web et maintenant, tout ce qui avait été fait, qui était entre autres en cassette, maintenant c'est en CD. Il vend ses coffrets, mais en CD, c'est la formule plus moderne, plus nouvelle. Alors, j'ai pris ça, puis j'ai commencé à écouter ça chez moi. C'est des perles aussi, des petits trésors. Alain Dumont est un laïc, c'est pas un prêtre, mais c'est un homme profondément spirituel, profondément chrétien, qui est inspiré par l'Esprit divin, par le souffle divin. Dans ses enseignements, c'est de toute beauté de l'entendre parler. Sa façon de parler de l'amour, du pardon, de la foi, du divin, du message originel de Jésus.
C'est tellement beau. En tout cas, j'ai écouté tout son coffret en l'espace de 2 jours. Ça faisait peut-être comme 8 heures d'enseignement qui avaient été données lors d'un week-end de croissance personnelle. Et j'ai vu sur son site web maintenant qu'il est rendu à 18. Il y a 18 coffrets de fait. Et là, c'était même annoncé que le 19e va sortir prochainement. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez vous commander un de ces coffrets. Il explique de façon très contemporaine, moderne, avec des exemples de la vie courante, avec des images. C'est vivant, c'est plein d'amour. C'est tellement beau comment il explique. Alors, en tout cas, moi j'ai découvert juste un de ces coffrets, mais dans les temps à venir, je vais m'acheter ces autres coffrets pour m'en imprégner aussi. Et je vous recommande vivement son information. Malheureusement, sur son site web, il n'y a presque rien qui est donné gratuitement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font comme moi, qui donnent les livres, les documents audio, vidéos et tout ça. Bon, alors c'est assez rare. Mais en tout cas, je vous le recommande. Pour moi, c'est une perle rare. C'est un père de famille qui a 4 enfants. Je pense qu'il a 59 ans, près de la soixantaine. Mais ça fait sûrement 20-30 ans qu'il enseigne en spiritualité. Alors, retenez ça, Alain Dumont, une source que je ne connaissais pas autrefois. Bon, ok, cela dit, c'était mon introduction. Maintenant, je vais entrer davantage dans le sujet dont je voulais vous parler. Je voulais, entre autres, vous parler de ce que moi j'appelle toujours, quand je donne des enseignements avec les gens, quand je partage, les 3 piliers de l'éveil. Ou on pourrait dire les 3 piliers de notre véritable mission de vie ici. Souvent, les gens cherchent qu'est-ce qu'ils ont à faire comme mission. Et à travers ce qu'on découvre, on peut avoir des champs de créativité variés. Mais peu importe ce qu'on va faire, avec qui, où, dans quelle ville, village, pays, avec des enfants, des adolescents, des adultes, dans quel genre de milieu on va œuvrer, à travers tout ça, il y a un chemin qu'on peut toujours vivre dans notre vie, puis voir comment on est mis en contact avec les autres à travers ça. Et c'est dans une vidéo précédente que j'avais fait il y a près d'1 an et demi ou 2 ans, j'en avais parlé comme étant les 3 clés de l'éveil, les 3 clés de la connaissance. Ces 3 éléments importants à ne jamais oublier. On peut en parler aussi comme des 3 piliers parce que quand on laisse reposer notre vie, notre chemin spirituel, notre chemin d'éveil sur ces 3 piliers-là, on a 3 bases extrêmement solides. Imaginez une table ronde et essayez de la faire tenir avec juste un pilier, ça risque d'être un peu chambranlant. Mettez-en 2, ça tient un peu plus, mais ça va branler quand même. Mettez-en 3, avec 3 points d'appui, il va vraiment y avoir une stabilité qui va être là, puis la table va pouvoir tenir de façon stable. Donc, quand on a 3 éléments, 3 éléments de base, il y a une forme de cercle ou de triangle qui se met en place et qui dynamise vraiment notre vie. Bon, ces 3 piliers-là, en résumé, il y en a un qui est la décristallisation volontaire de notre ego. Il y en a un deuxième qui est la sexualité tantrique ou la naissance intérieure par le développement de toutes nos énergies qui se construisent, s'accumulent et créent nos corps solaires. Et le troisième qui est la transmission de la connaissance dans l'humanité. J'ai parlé en différentes occasions de ça de différentes façons, mais je voudrais donner certains autres petits éléments que je n'ai pas toujours précisés par rapport à ça. Bon, je vais commencer par la fin. Au niveau de la transmission de la connaissance, si vous voulez aussi un petit résumé des choses que j'ai mis sur le web sur ces 3 éléments-là, j'ai un site web qui est everyoneWeb.fr/croissance personnelle. Il y a un résumé sur les 3 éléments, les 3 clés ou les 3 piliers. Avec le 3e élément, la transmission de la connaissance, j'ai aussi fait une petite section qui s'appelle everyoneWeb.fr/transmettre ses connaissances. Chacune de vous, vous avez un bagage, vous avez des expériences, vous avez des intégrations, vous avez des passions. Et si vous vous permettez de les partager, de les offrir aux gens, la société va s'enrichir de vos partages.
Si de plus en plus de gens transmettent leur compréhension, la connaissance va voyager de plus en plus vite et les outils pour qu'on améliore tout ce qui existe vont être de plus en plus nombreux. Donc, dans le petit site web que j'ai fait, Transmettre ses connaissances, j'ai donné, je pense que c'est environ 25 éléments qui sont des pistes, des chemins par lesquels on peut passer pour transmettre nos connaissances, pour se dynamiser à se mettre dans la transmission. Il y a de la transmission gratuite, il y a de la transmission avec don et il y a de la transmission avec prix fixe. On peut faire ça de différentes manières, mais l'idée, c'est de transmettre. Un élément que les gens oublient dans la transmission, c'est que il y a des maîtres, des guides qui nous assistent, dont on n'est pas toujours conscient de l'existence, qui nous regardent vivre, qui nous regardent fonctionner. Et les êtres qui sont dans la lumière, ils doivent vraiment respecter notre libre arbitre. Ils ne peuvent jamais forcer les événements ou les choses. Ils doivent attendre qu'on soit ouvert, disponible, qu'on soit prêt, qu'on demande. Alors, quand on tient compte de ça, on réalise que dans une société, dans une humanité, les gens ne sont pas tous prêts en même temps pour les mêmes choses. Alors eux, ils doivent tenir compte de la mentalité générale de la population pour amener des nouvelles informations, des nouvelles ressources, des nouvelles façons d'aider les gens. Donc, quand on travaille au niveau de la transmission des connaissances, puis qu'il y a un éveil plus grand et plus rapide qui se fait, ça fait en sorte que les gens ont encore plus soif de s'améliorer, d'améliorer les choses, de trouver des meilleures solutions, d'être de plus en plus ingénieux, d'être de plus en plus talentueux dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils partagent. Et plus cet élan-là grandit, plus les maîtres de d'autres dimensions qui nous assistent savent qu'on est prêt pour une nouvelle étape vibratoire. Donc, on a besoin intérieurement de laisser circuler ce qu'on a déjà et d'appeler pour des nouvelles choses. Et le fait de pouvoir recevoir du nouveau et d'avoir des cadeaux, justement, des grands êtres spirituels qui nous assistent, c'est vraiment relié à notre niveau de conscience actuel. Alors, si chaque personne met un peu de temps dans sa semaine, dans son mois, dans son année, et idéalement même dans chaque journée, pour transmettre de façon amicale, de façon familiale, de façon parfois plus organisée, plus professionnelle des connaissances, le niveau de conscience, le niveau d'apprentissage va monter, la demande intérieure pour du nouveau, pour aller encore plus loin, va grandir, et cet appel-là va devenir de plus en plus grand et va permettre des infusions d'énergie sur la Terre de plus en plus grandes. Donc, si on souhaite que les choses bougent plus rapidement, chaque chose que nous on fait, puis chaque élan qu'on donne pour qu'une autre personne soit plus en santé, qu'elle aille mieux, qu'elle soit plus joyeuse, qu'elle soit plus épanouie, et que cette personne-là, à son tour, dans son milieu, puisse elle aussi rayonner davantage, inspirer d'autres personnes, donner un élan à d'autres. C'est toute une chaîne de transmission, de force, d'enthousiasme, de connaissances, de créativité, d'œuvres créatrices. Quand on fait ça, on fait notre part, un autre fait sa part, un autre fait sa part, et ça fait boule de neige. Donc, la transmission de la connaissance, c'est extrêmement important. Beaucoup de gens sont encore trop dans leur jardin personnel à accumuler des choses ou se font dire par certains de leurs enseignants, de leurs maîtres, qu'ils ne sont pas prêts pour partager, pour enseigner, qu'il y a uniquement le maître qui est autorisé à enseigner. Moi, je viens d'un courant d'enseignement gnostique et christique à l'état pur des enseignements originels de Yeshua, où les gens s'ouvraient le cœur, s'ouvraient la tête et allaient partager ce qu'ils avaient compris. Et plus on fait ça, plus on sème comme ça, c'est vraiment, on sème dans les deux sens, on sème S-E, accent grave M-E, et plus on sème S-apostrophe A-I-M-E, plus on fait ça, plus on se nourrit mutuellement les uns les autres, plus l'amour rayonne, plus ça travaille à nous guérir, à nous dynamiser, à nous enflammer, et c'est incroyable la synergie que ça crée et qu'est-ce que ça peut déclencher d'autres.
C'est pour ça aussi que je veux que mes textes et mes vidéos circulent gratuitement, parce que je sais qu'au fil des années, cette information-là va servir à déclencher des personnes. Je reçois différents témoignages par courriel de tout ça, et ça me touche toujours beaucoup de voir comment les gens peuvent apprécier, peuvent utiliser l'information et peuvent en parler ensuite à d'autres personnes près d'eux. Alors, je vous invite vraiment à mettre ce pilier-là dans votre vie, le pilier de la transmission de la connaissance. Vous êtes riche de toutes sortes de choses que vous avez vécues, appris, compris, plus spécialisées, plus générales, des histoires qui vous sont arrivées, peu importe ce que chacun a vécu, mais laissez voyager ça. Endormez pas votre bagage, ne le laissez pas dormir dans un tiroir au fond de vous-même ou au fond de votre appartement ou de votre maison. Laissez circuler cette information-là. Bon, alors ça, c'est au niveau de la transmission de la connaissance. Imaginez, par exemple, toutes sortes de grandes connaissances, de belles connaissances auxquelles vous avez eu accès, que ce soit en livre, que ce soit en vidéo, que ce soit dans des films, que ce soit à l'école, primaire, secondaire, collégiale, universitaire, on pourrait dire le lycée aussi en France, le bac, la fac. Alors, si les gens qui ont été passionnés de ce qu'ils avaient découvert avaient gardé ça puis n'avaient pas fait circuler, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? On a besoin de tout cet échange-là à tous les niveaux, dans tous les milieux. Alors, n'hésitez pas à prendre votre place pour partager et pour poser des questions, être curieux, aller vers d'autres personnes. Et c'est pour ça, moi aussi, que j'ai mon service de réponse aux questions et que dans mes temps libres, ceux qui m'écrivent à juliedemontréal@gmail.com, je réponds aux questions et je sais que ça met en place des fois des choses importantes pour certaines personnes. Puis après ça, ils repartent, puis j'en entends plus parler. Des fois, pendant des semaines, des mois, tout d'un coup, quelqu'un me réécrit. D'autres m'écrivent plus régulièrement quand ils ont beaucoup plus de questions. Alors, soyez comme ça pour vos proches, pour vos amis, pour vos collègues d'études, de travail, des gens qui sont disponibles pour aider, pour répondre, pour accompagner, pour faire vraiment circuler vos talents, votre créativité. Alors ça, c'est un des piliers de l'éveil ou de notre mission de vie, fondamentalement, qu'on a à faire. Je vais aller maintenant dans le premier, puis je vais finaliser après par le deuxième. Le premier pilier, c'est tout ce qui touche la décristallisation de l'ego. J'écrivais dans mon journal personnel plus tôt aujourd'hui que parfois je viens un peu en doute, en questionnement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui circulent actuellement sur la loi de l'attraction qui parfois vont nous pousser à fuir notre ego, à ne pas le découvrir, ne pas le conscientiser. Parce que dans la loi de l'attraction, on sait qu'on attire selon toutes nos énergies. Et il y a des gens qui pensent que si on ne découvre pas notre ego, si on n'en parle pas, si on ne lit pas sur le sujet, on va être plus dans l'essence, puis on va attirer plus d'essence. Alors, il y a comme une espèce de fuite et de peur, que ce soit pour les gens qui sont dans la loi d'attraction ou bien des gens qui sont dans juste une vie sans enseignement spirituel particulier, mais qui fuient naturellement tout ce qui concerne la compréhension de leur ego. Alors, ce courant-là fait en sorte que on essaie de vivre le plus possible dans notre essence, mais comme il y a des choses importantes qu'on ne comprend pas, des parts de nous aussi où on a été blessé de différentes façons, on est réactivé et on réagit de différentes façons dans notre ego. Et si on ne prend pas le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces facettes-là à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Puis à toutes les fois qu'un problème revient, on a encore besoin de le tasser, le mettre à côté, le mettre à côté. Puis là, on se sent mal un peu intérieurement, puis on pousse ça, puis on pousse ça. En plus, au niveau de la loi d'attraction, c'est que même si on ne prend pas conscience de certaines facettes d'ego à l'intérieur de nous, ces facettes-là, elles sont là à l'intérieur de nous, elles sont vivantes en énergie,
Puis elle travaille quand même à aimanter des situations qui correspondent à une vibration semblable. Nos facettes d'ego, ils se cachent. L'ego, il ne veut pas qu'on le voit en pleine face. Mais il est là, il existe quand même. Des fois, on donne l'image de l'iceberg, les parties qui sont cachées et la partie qui est en surface. Alors, quand on se donne du temps pour faire des face-à-face avec les facettes difficiles à l'intérieur de nous, on se donne un temps pour mieux comprendre qui on est, comment on fonctionne et comment se libérer de la tyrannie de notre ego. Lui qui revient à la charge de différentes façons puis qui crée des problèmes dans nos relations, dans notre travail. L'ego a 7 grandes têtes. Dans les enseignements plus catholiques, par exemple, on parlait des 7 péchés capitaux. Dans les enseignements modernes, on peut parler des 7 facettes énergétiques de l'ego. Moi, j'ai un petit, je pense qu'on appelle ça un acrostiche, un mot que chaque lettre veut dire quelque chose. Glopek. Le mot glopek, si on prend chacune des lettres, ça nous rappelle les 7 têtes de l'ego. G pour la gourmandise, qui peut être dans l'alimentation ou dans les breuvages, dans la drogue, tous les excès par tout ce qu'on consomme, parce qu'on essaie de se nourrir de l'extérieur au lieu de se nourrir plus de notre énergie interne. Bon, ça c'est une des facettes. La luxure qui est associée à la sexualité, à la dépendance à l'orgasme, aux plaisirs sensuels qui deviennent obsessifs de différentes façons et qui nous empêchent de s'épanouir pleinement puis d'être plus libre intérieurement parce qu'on a un focus trop grand dans ça puis qu'on perd beaucoup d'énergie aussi avec la luxure. Alors, l'inverse de ça, c'est une forme de maîtrise de notre énergie pour la faire circuler à l'intérieur de nous dans un parcours tantrique, en couple ou en tant que célibataire. Je vais y revenir tantôt. Une façon d'apprendre à ne plus être aussi dépendant sexuellement, relationnellement des gens, d'avoir une plus grande autonomie. Donc, on a tous un travail à faire à ce niveau-là. Glopek, G-L-O-O, l'orgueil. Toutes nos facettes d'orgueil qui nous font nous penser beaucoup plus avancés que là où on en est, parce que on est toujours à la limite de ce qu'on connaît, de ce qu'on comprend, puis on a toujours l'impression qu'on est arrivé très loin, mais il s'agit de découvrir d'autres choses pour voir qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Donc, chaque personne, en général, a une forme de dose d'orgueil spirituel ou autre, parce que, comme on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas, on a toujours l'impression qu'avec ce qu'on connaît beaucoup de choses, qu'on est conscient de ceux qui ne connaissent pas ça. Et tout ce qu'on ne connaît pas encore, c'est comme si ça n'existe pas pour nous. Ces connaissances-là ou ces individus-là, les autres êtres qui ont atteint des capacités, des façons de faire, de vivre qu'on ne connaît pas encore. Donc, on est souvent arrêté par l'ego de l'orgueil qui soit qui ne veut pas nous faire voir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, ou bien qu'on pense vraiment qu'on sait énormément de choses, puis qu'on n'est plus ouvert pour apprendre, pour découvrir, puis être mis en contact avec des nouveaux enseignants ou des nouveaux enseignements. Alors, l'inverse de tout ça, c'est de rester plus humble, de rester plus simple, de savoir qu'on est toujours un étudiant, savoir qu'on a toujours plein de choses à apprendre, puis que nos compétences, nos spécialisations ne sont pas les mêmes. Une personne est plus spécialiste dans un domaine, mais plus débutante ou ignorante dans un autre domaine. Une autre personne, ça va être autre chose. Dans tout ce qui existe, dans tous les domaines d'action, de création, dans la nature, la guérison, les arts, la mécanique, l'informatique, l'éducation, les langues, la construction. Il y a des domaines, puis ça c'est des grandes catégories, on peut faire des sous-catégories spécialisées avec tout ça de différentes façons. Il existe tellement de choses, alors c'est bon de rester humble et de vouloir apprendre de tout pour élargir constamment nos horizons. Alors l'ego de l'orgueil nous bloque puis crée des problèmes dans nos apprentissages avec les autres. Glopek, G-L-O-P, P la paresse. La paresse qui est un peu la partie de nous qui fait qu'on ne bouge pas quand notre conscience divine nous fait comprendre qu'on serait appelé à faire quelque chose d'important. Notre conscience nous
nous pousse à aller vers des personnes, à appeler quelqu'un, aller vers quelqu'un, faire quelque chose, faire un nouveau pas, faire une démarche, méditer, écrire, aller pelleter, faire du ménage, partir un nouveau projet, aller en discuter avec certaines personnes, faire certaines tâches dans nos études ou notre travail, quelque chose avec nos parents ou nos enfants. Notre conscience nous pousse, nous rappelle plein de choses qui sont importantes à faire pour que notre vie s'harmonise. Et quand on ne suit pas les directives de notre conscience, c'est la paresse de notre ego qui s'empare de nous et qui, d'une certaine façon, bousille à différents degrés notre processus de transformation, d'amélioration, d'éveil, et que nos problèmes augmentent constamment. Alors, on a besoin d'être vigilant avec cette facette-là de nous, la facette de la paresse, et de devenir de plus en plus dynamique, actif, prêt pour bouger selon les propositions qui nous viennent de notre conscience. GLOPE, G-L-O-P-E, l'envie. L'envie, c'est une forme de jalousie des autres personnes, et je réfléchissais à ça, entre autres, cette semaine, parce que j'ai vécu ça de différentes façons dans ma vie, des gens qui m'enviaient certaines choses et moi qui enviais certaines personnes, et à toutes les fois que l'envie est là, ça trouble vraiment nos relations, puis on est mal intérieurement. Et l'envie s'enracine souvent dans une mauvaise compréhension de notre dynamisme créateur, de la loi d'attraction qui attire des choses dans notre vie, de la foi à l'intérieur de nous qui déclenche des événements puis des opportunités. Plus on comprend les mécanismes spirituels de création et d'aimantation, plus on comprend comment on peut déployer des énergies qui vont attirer des nouvelles choses dans notre vie et qu'on peut avoir accès à plein de belles choses. Mais si on ne comprend pas bien ces mécanismes-là et qu'on fait juste voir des gens qui ont des choses qu'on n'a pas encore, puis qu'on a l'impression qu'on est exclu de tout ça, on reste un peu comme dans un pôle de victime ou de souffrance. Alors, s'informer pour mieux comprendre la loi d'attraction, la loi d'aimantation, la dynamique de la foi, de la visualisation créatrice, de la pensée qui crée à partir des mondes subtils des événements, puis ça rouvre des portes dans le monde dense par la suite. Donc, toute ça, la puissance de la création pure par notre énergie spirituelle, ça vient contrebalancer beaucoup de dynamiques d'envie à l'intérieur de nous. Et ça fait que finalement, la contrepartie positive, c'est l'appréciation de ce qu'on a et l'appréciation ou la joie pour ce que d'autres personnes ont dans leur vie. C'est davantage une énergie de communion au lieu d'être dans l'énergie de compétition. Je reprends GLOPEC, G-L-O-P-E-C. C, il y en a deux à la fin. L'autre, c'est la convoitise. L'envie et la convoitise, c'est très proche. L'envie est souvent plus au niveau de situation interpersonnelle. Bon, ça dépend comment on l'interprète, mais la convoitise, c'est davantage, en tout cas dans mon explication, au niveau matériel, au niveau des biens, au niveau de l'argent, une insécurité intérieure profonde qui fait qu'on est dépendant de choses matérielles, puis qu'on a l'impression que si on n'a pas beaucoup d'argent, si on n'a pas beaucoup de biens, que on ne vaut pas grand-chose, puis que notre vie est misérable. Alors que plus on est créatif, plus on est dans l'amour, plus on vit des choses qui sont bien avec les gens qui nous entourent, même si on n'a pas beaucoup de matériel, puis nos relations sont tellement plus profondes, on prend plus de temps parce qu'on n'est pas toujours dans la course à l'argent puis au travail. C'est une vision très différente d'être dans la convoitise puis de vouloir toujours plus de façon insécure, ou d'apprécier ce qu'on a et oui, d'être ouvert à avoir une amélioration, mais de ne pas se perdre dans ça complètement, puis de ne pas perdre le sens profond de nos relations avec les autres et le temps aussi qu'on a besoin pour s'occuper de nous, pour faire nos pratiques spirituelles. Quand on est trop focusé tout le temps sur l'argent, les biens, toujours plus de biens, on n'a plus de temps. Ça fait des gens qui ont plus d'argent mais qui n'ont pas de temps. Alors que parfois, quand on est moins dépendant des structures matérielles, on a un peu plus de temps pour se mettre au service, pour partager,
pour découvrir, pour créer, pour avoir des échanges vrais avec nos proches. Alors, ça a des répercussions à toutes sortes de niveaux quand on est moins dans la convoitise. C'est relié aussi à la foi. Tantôt, je parlais de la foi aussi. Plus on comprend qu'on va aimanter toujours ce dont on va avoir besoin, on n'a pas besoin justement de faire autant de réserves parce qu'on sait que l'énergie, elle circule, l'argent, il circule, puis on en fait sortir, puis ça revient, puis on en fait sortir, puis ça revient, puis on donne, puis quelqu'un d'autre nous redonne. Alors, ça tourne comme ça beaucoup, beaucoup quand on est dans la confiance, quand on est dans la foi. Alors, plus on a confiance, plus le flot d'énergie circule bien. Alors que plus on a peur, plus on est craintif, plus on attire des scénarios qui se trouvent à justifier quasiment les peurs qu'on avait, les craintes qu'on avait, mais finalement, c'est un peu comme des prophéties auto-accomplissantes. On a généré une certaine énergie qui a attiré des événements, alors qu'à l'inverse, plus on est confiant, plus on fait confiance, ça se peut qu'ici et là, il y a des petits moments où on se sent un peu déçu ou trahi par les événements, mais dans la majorité des cas, il va y avoir des belles choses parce qu'on va avoir émis une belle énergie, puis ça va nous être retourné à l'inverse du contraire. Quand on bloque, qu'on se ferme, qu'on a peur, qu'on est craintif, puis que ça attire des réactions correspondantes. Alors, la confiance et la foi, c'est vraiment au cœur de tout l'inverse de la convoitise à l'intérieur de nous. Et de l'avarice aussi, qui fait que par insécurité, on a besoin d'accumuler beaucoup. Glopec, G-L-O-P-E-C-C. Le dernier C, c'est la colère. La colère qui fait qu'on s'emporte, qu'on va juger, qu'on va mépriser, qu'on va sous-estimer, qu'on va diminuer des gens. La colère fait beaucoup de ravages dans nos émotions, dans notre énergie, dans notre perte de vitalité. Ça crée des blessures parce que des fois, ça prend du temps avant qu'il y ait certaines discussions, certains échanges qui soient oubliés. Alors, la colère, l'autre pôle de ça, c'est la compréhension. Pour comprendre, il faut prendre une distance un peu avec un événement, avec un discours, avec une situation. Prendre le temps de respirer davantage, se poser des questions, se demander pourquoi ça s'est produit, qu'est-ce que l'autre personne a vécu, se mettre dans les souliers d'un autre, essayer de comprendre la dynamique qui est derrière, essayer de voir les miroirs, comment nous aussi, dans certains contextes, on a certaines énergies qui ressemblent. Plus on approfondit un contexte, on va trouver toutes sortes de détails qui vont nous permettre de mieux le comprendre, de se calmer, et de ne pas se fâcher de la même façon, donc de garder nos énergies, de ne pas les dilapider inutilement, et on va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en paix, beaucoup plus proche des personnes. Quand la compréhension est là, l'amour est beaucoup plus facile. Alors, ça demande vraiment, comme je disais, de prendre une certaine distance, puis de chercher à être moins impulsif, chercher à se donner un certain temps à l'intérieur de nous avant de répliquer, avant de répondre. Donner le temps aux autres de s'expliquer, leur poser des questions. Demander à d'autres personnes qu'est-ce qu'ils en pensent, leur avis. Parce que des fois, nous, on ne comprend pas, on demande l'avis de quelques personnes, puis ils vont nous sortir des bonnes suggestions, des bonnes idées. Que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit des amis, nos parents, des collègues de travail ou d'études. N'hésitez pas à demander l'avis sur une situation qui a tendance à vous mettre en colère. Qu'est-ce qu'eux en pensent? Comment ils pourraient comprendre ça? Parce que si on fait ça, on se trouve à recevoir des inspirations de lumière de plusieurs personnes, et là, nous aussi, on comprend différemment les choses, puis tout à coup, on devient beaucoup plus calme, beaucoup plus serein dans ça. Alors, la compréhension, c'est extrêmement important. Et naturellement, il y a des livres, il y a des conférences, il y a des enseignants dans toutes sortes de domaines pour nous aider à comprendre, mais on est des êtres divins extrêmement puissants et capables de comprendre quand on se donne le temps, quand on se donne du recul, quand on se donne une certaine distance, comme je disais, avec les événements et les propos, puis que là, on s'arrête un peu, on réfléchit, on se pose des questions, on pose des questions. Alors là, il émerge toutes sortes de nouvelles visions qui vont nous aider profondément. Ok, je m'alignais un petit peu dans le temps avec mon petit chronomètre ici. On arrive au troisième pilier, le troisième pilier de la connaissance.
qui dans le fond était le deuxième. J'ai parlé du troisième qui était la transmission des connaissances. Le premier qui est la décristallisation volontaire de l'ego. Ah, juste avant d'aller dans le deuxième, je vais rajouter un détail. La décristallisation volontaire de notre ego, c'est aussi que quand on prend du temps pour se comprendre comme ça, puis se transformer, c'est qu'on devient conscient qu'on va entrer de plus en plus dans notre joie, dans notre paix, dans notre bien-être. Parce que toutes les fois qu'on est assailli par des facettes de notre ego qui nous manipulent, qui nous prennent, puis on devient une marionnette, puis l'ego est un tyran pour nous, on fait ce qu'il veut. Et d'autres personnes nous déclenchent comme en pesant sur des boutons parce que notre ego réagit mécaniquement. Plus on se donne du temps pour se comprendre et décristalliser ces facettes-là à l'intérieur de nous, on réalise qu'on vient de comprendre des choses importantes qui vont nous servir toute notre vie, qui vont nous servir pour l'éternité, dans l'au-delà, et si jamais on se réincarne, on va avoir compris ces choses-là profondes qui vont nous donner un tempérament plus doux, plus pacifique, plus joyeux dans ce qu'on vivra par la suite, ici, dans l'au-delà, ou dans une prochaine incarnation, ou en tant qu'immortel. Pour tous ceux qui s'intéressent comme moi au processus d'immortalisation ou d'ascension, on peut en parler de différentes façons. Alors, l'idée d'aller volontairement dans la décristallisation de notre ego, dans la connaissance de notre ego, tous les grands mystiques ont fait ça dans le passé. Ils avaient des temps d'écriture, des temps de méditation, des temps d'approfondissement, des temps de discussion avec des confesseurs, des amis proches, pour devenir plus lucide, plus clair sur qui on est, comment on fonctionne, quelles sont nos facettes à transformer, à améliorer. Et en faisant ça, il y a de plus en plus de lumière qui entre en nous et chaque facette qu'on décristallise nous donne une plus grande force dans notre essence. Et plus on a d'essence libre, plus on a de lumière pour faire face à la suite des choses, pour être encore plus capable de voir plus rapidement et de décristalliser rapidement une autre facette en nous qui vient nous prendre et qui nous manipule. Si on donne un exemple dans un chiffre, si on dit par exemple qu'il y a 10% de nous qui est dans l'essence, puis 90% dans l'ego avec toute la mécanique de la vie. Bon, bien, si on arrive à aller décristalliser un autre 10%, alors, au lieu d'être à 90% dans l'ego, on va être à 80% dans l'ego, puis on va avoir 20% d'essence, 20% de lumière très forte qui nous pousse à s'éveiller. Une fois qu'on a 20% d'essence, on s'en sert pour encore une fois faire des nouvelles découvertes, se transformer, vivre plus centré. D'ailleurs, quand je vais parler au début d'Alain Dumont, il y avait un exemple dans une de ses conférences où il parlait du centrement. Puis juste pour vous donner un exemple de ces images, il parlait du centrement, puis de s'aligner avec le divin en nous, comme d'un train qui roule sur des rails. Puis le train qui est dans ses rails, il roule bien, puis il va bien, puis il va vite. Quand on est décentré, puis quand on est dans notre ego à la place, on est comme à côté de nos rails. On est à côté de notre énergie de lumière pure. Et si on est à côté des rails, essayez de faire avancer un train qui est déraillé, c'est clair qu'il n'avancera pas vite. C'est clair que ça ne bougera pas beaucoup. Notre vie, elle est un peu comme ça. Quand on est décentré, quand on n'est pas dans notre essence, il y a quelque chose qui est très stagnant. Mais si on se replace sur les rails de notre vie divine, l'énergie va couler puis va nous pousser toujours. Alors, plus on a d'essence parce qu'on décristallise des facettes de notre ego, plus on a de force de lumière pour voir de plus en plus clair. C'est un peu comme si dans une pièce, il fait sombre, on ne voit pas très bien où est la saleté. Où sont les petites bestioles, peut-être, petites fourmis, les petits maringouins, petites mouches qui est là. Des fois, on va le sentir, mais on ne saura pas où elle va se cacher s'il fait noir. S'il y a des choses de brisées, s'il y a des éléments de pourris, de détruits, s'il fait très noir, on ne verra pas grand-chose. Mais si on commence à mettre de la lumière, qu'on met une flamme, qu'on met un flambeau, qu'on installe des luminaires, des lampes, la pièce va devenir tout éclairée et là, ça va être facile de voir qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, qu'est-ce qu'il y a à réparer, qu'est-ce qu'il y a à changer, qu'est-ce qu'il y a à jeter. C'est un peu ça qui se passe dans notre processus intérieur.
plus on entre dans notre lumière, plus on voit clair. Et c'est paradoxal parce que plus les gens sont conscients, plus ils sont conscients en même temps qu'ils ont de l'ego. Beaucoup de gens qui sont assez inconscients vont dire qu'ils n'ont presque pas d'ego, puis qu'ils n'ont presque plus rien à changer dans leur vie, ils sont presque arrivés à la perfection. Parce qu'ils sont tellement inconscients de qui ils sont vraiment, et de leur réaction, et de leur mécanicité, et de leur matérialisme dans leur vie, que tout ça c'est normal, ils vivent dans l'ego sans s'en rendre compte. Mais quand on commence à s'éveiller, puis qu'on commence à comprendre plus qu'est-ce que c'est un être créateur, un être divin, un être capable de matérialiser, un être plein d'amour puis d'ouverture pour ses proches, on est capable de comparer de différentes façons. Et là, on remarque beaucoup plus qu'est-ce qui est l'ego en nous et qu'est-ce qui est l'essence. Donc, plus on a de lumière, plus on va voir notre ego. Et plus on va le voir, plus on va être capable de le découvrir, de le décortiquer, de comprendre ce qu'on ne comprenait pas, puis de laisser ces facettes-là se dissoudre et récupérer l'énergie qui est à l'intérieur, qui appartient à notre essence, et agrandir notre essence pour qu'elle grandisse toujours plus. Alors, dites-vous que dans les premiers temps d'un cheminement comme ça, c'est toujours plus difficile parce que notre ego nous tire tellement en arrière que on a tendance à ne pas bouger, pas vouloir lire, pas vouloir écouter rien, pas vouloir aller à des activités qui peuvent nous aider, nous assister, pas vouloir partager et offrir à d'autres. L'ego dit non, non, non à tout ce qui pourrait vraiment nous aider. Mais plus l'essence s'éveille, plus il va y avoir des oui à différents endroits qui vont être très précieux. Et le oui va être plus facile et c'est une roue qui se met à tourner puis qui nous aide de plus en plus. Alors, c'est vraiment un processus qui devient volontaire, qui devient enthousiaste, qu'on voit ce qu'on y gagne, qu'on voit comment on allège notre vie, qu'on comprend mieux, qu'on peut aider plus de personnes, qu'on comprend plus de situations. Alors, au premier niveau, les gens trouvent ça comme un peu terne de parler de la décristallisation de l'ego, mais en profondeur, c'est quelque chose de réjouissant parce que c'est vraiment de sortir de notre prison, de se défaire de nos boulets, d'éliminer les barreaux de notre prison intérieure et d'avoir de plus en plus accès à la liberté, de plus en plus souvent en étant bien à l'intérieur de nous. Donc, la décristallisation volontaire de l'ego, c'est vraiment une sortie d'une prison énergétique à l'intérieur de nous parce que l'ego nous emprisonne et nous oppresse de toutes sortes de façons. OK, alors là, je reviens maintenant à l'autre élément qui est l'élément 2, qui est dans la séquence décristallisation d'ego, naissance alchimique ou sexualité tantrique et transmission de la connaissance. Donc la naissance alchimique, c'est que on n'est pas là juste pour faire naître des enfants, on est là pour naître intérieurement, pour faire un grand œuvre de notre vie. Pour réaliser quelque chose d'extraordinaire avec toute notre énergie qui se développe. Et si on apprend à accumuler l'énergie à travers nos jeux dans la sensualité, au lieu de dilapider l'énergie, on devient une batterie énergétique de plus en plus puissante. Et cette énergie-là, elle rayonne de différentes façons. Elle forme de façon plus lumineuse nos corps d'énergie. Le physique se renforce, après ça le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le psychique et l'atmique sont déjà dans des états purs parce qu'ils n'ont pas les cristallisations d'ego comme au niveau de notre âme humaine. Alors, la sexualité tantrique, c'est une création qu'on fait en accumulant l'énergie de différentes façons. Mais il y a 3 éléments en particulier dont je veux parler pour détailler ça davantage dans des notions que j'ai rarement expliquées. Un des éléments dont je veux parler, c'est des adolescents et de l'importance pour eux de découvrir la sexualité tantrique. Les adolescents n'ont pas de guidance dans le tantrisme et commencent leur processus sexuel souvent très tôt. Et vous pouvez venir vous asseoir. Salut, salut. Ça va? Oui, ça va bien. Toi aussi. Je te reconnaissais pas de loin. J'ai fini un petit enregistrement que j'avais fait, puis par la suite, je vais commencer l'autre étape. OK? Alors, tu peux rester ici ou dans le corridor, c'est comme tu veux. Oui, juste dans l'entrée, tout près. Tu vas voir les portes.
Alors, OK, au niveau des adolescents, ce que je veux dire, c'est que si les adolescents ne sont pas guidés dans le tantrisme, ils s'enclenchent dans un parcours conventionnel très rapidement avec leur sexualité très très jeune et tous les conflits que ça crée. Parfois les jeunes filles qui tombent enceintes jeunes, les peines d'amour ou les peines de dépendance affective ou sexuelle, parce que ces jeunes-là développent des dépendances très jeunes à la sexualité, puis quand les relations sont interrompues, ça fait différents types de problèmes. Alors, les jeunes rentrent de plus en plus tôt dans des expériences pour lesquelles ils n'ont pas encore la maturité. Moi, j'ai une fille de 12 ans et je suis en train de la préparer pour qu'elle prenne le temps vraiment d'arriver dans ces expériences-là intimes, bien préparées. Et il y a des grands cycles dans la vie, on pourrait résumer entre les 7 premières années, les 7 autres qui nous mènent à 14 ans, les 7 autres qui nous mènent à 21 ans. En profondeur, on pourrait dire qu'un être est vraiment mûr pour une sexualité vraiment responsable aux alentours de l'âge de 21 ans. La plupart des jeunes commencent entre 14 et 21, des fois avant, à 13, 12, 11 s'ils sont plus précoces, mais aux alentours de 14 ans, quand l'adolescence s'enclenche, puis quand les découvertes commencent, si on est capable de guider les jeunes pour qu'ils aillent plus vers ce qui était autrefois tout l'amour courtois, les jeux qui peuvent se faire au niveau de la tendresse, des poignées de main, des accolades, des baisers, à la limite, ça peut même aller dans une certaine dose de massage, qu'on pourrait dire, mais de préparer nos jeunes à ne pas aller trop vite, qui n'ont pas nécessairement à brûler d'étapes, qui vont avoir toute leur vie pour découvrir les étapes de l'intimité, et de savoir qu'il y a des conséquences aussi à s'unir dans les liens énergétiques avec quelqu'un, dans la responsabilité qu'on prend au niveau de la possibilité qu'il y ait une fécondation. Donc, moi, on pourrait dire que je fais partie d'un courant que les gens pourraient dire que c'est rétrograde, mais j'essaie d'amener cette nouvelle tendance-là qui, pour moi, est avant-gardiste, qui est non pas reliée juste au passé, mais par des règles rigides, mais qui est reliée à une conscience qui est associée plutôt au futur, à l'âge d'or sur la Terre. Un âge d'or où on va aider nos jeunes à bien se préparer, à ne pas dilapider autant leur énergie et à prendre le temps de vivre différentes étapes qu'ils ont à vivre dans leurs amitiés, dans le début de leurs histoires de couple, et d'attendre le moment où ils seront bien engagés. Même, idéalement, l'engagement véritable pourrait se faire, comme je disais, aux alentours de l'âge de 20 ans, mais après avoir pris plusieurs mois pour connaître quelqu'un. De nos jours, la sexualité rentre au début, puis après ça, les gens voient s'ils ont des affinités. C'est un phénomène inverse de ce qui est vraiment plus sain spirituellement, à mon avis. On est appelé à prendre le temps de se connaître multidimensionnellement dans nos différentes dimensions de vie, comment chacun on est dans nos différentes dimensions, faire des activités ensemble pour voir là où on se ressemble, là où on ne se ressemble pas, à quel point on a la possibilité de cheminer plus longtemps ensemble. Et après plusieurs mois de cheminement comme ça, là, voir si on a le goût de s'engager pour être plus intime et cheminer ensemble. Alors, j'encourage les adultes à faire ça et j'encourage les plus jeunes aussi à s'enligner vers ça au lieu d'aller très très vite dans les rapports très intimes et très sexuels, très jeunes, trop jeunes. L'autre élément dont je veux parler, c'est tous les couples qui se séparent et qui recommencent très très vite. Au niveau initiatique, on dit parfois qu'il y a une forme d'adultère quand quelqu'un vient juste de terminer une relation de couple puis recommence tout de suite une autre relation. Le fait de ne pas prendre un temps pour purifier tout notre champ d'énergie, pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour se défaire un peu de l'histoire de notre histoire du passé avec quelqu'un, si on s'enclenche vraiment très vite, c'est quasiment comme quand on est encore en couple avec quelqu'un puis qu'on a une relation avec l'autre personne. Énergétiquement, c'est considéré comme un adultère. Donc, encore là, il y a la notion du 9 mois, une nouvelle naissance, une nouvelle étape. Comme je viens d'en parler, qu'une personne qui se prépare à avoir un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, un amoureux, une amoureuse, peut prendre un certain temps.
peu importe notre âge, quand on vit une séparation, l'idéal, ce serait d'accepter un temps de célibat, d'apprendre à vivre plus dans la solitude, dans le célibat. Des fois, on est seul dans notre appartement, ou des fois, on peut le partager avec quelqu'un d'autre. Des fois, on peut même le partager avec la personne qu'on vient de laisser. Mais Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis la première. La deuxième. La deuxième fois. Non, la deuxième personne. Oh, J'ai fini d'enregistrer quelque chose, puis après ça, je suis disponible. Ah, OK? ok. Ça sera pas long. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème, je termine. Alors, je vais synthétiser l'information vraiment pour aller m'occuper des personnes qui commencent à arriver. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que c'est bon de prendre un temps, idéalement 9 mois, comme on va voir les étapes, les changements, les intégrations, la paix qui se fait, la tranquillité. Et si les gens sont plus dans la sexualité conventionnelle aussi, ils voient la dépendance à l'énergie sexuelle, parce que quand elle est libérée souvent, on est très très esclave, on est très dévitalisé. Quand on se recharge en énergie, la recharge nous donne une tranquillité, nous donne plus d'énergie, puis on est plus capable d'attendre. Alors ça, c'est l'autre élément qui est important, de garder plus notre énergie pour être plus fort en énergie, puis être moins vulnérable dans nos relations interpersonnelles avec les autres, avoir une force intérieure pour attendre le bon moment, pour vivre quelque chose d'intime. Alors j'encourage les gens vraiment à prendre un processus de 9 à 12 mois pour bien se préparer, pour prendre le temps de connaître une nouvelle personne avant de s'engager. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que le tantrisme, ça se vit dans la fidélité. Il faut affiniser nos énergies et il n'y a personne qui peut avoir des résultats profonds, des éveils de Kundalini dans les partenaires multiples. C'est vraiment un parcours vraiment d'union, de communion, d'entraide spirituelle à plusieurs niveaux. Et tout ça se vit vraiment dans un engagement sincère, profond avec l'autre. Et si quelqu'un papillonne de toutes sortes de façons, peut-être que si la personne essaie de le faire tantriquement pour garder son énergie au moment où elle fait l'amour, tantriquement c'est mieux que de gaspiller l'énergie, mais il n'y aura pas de véritable résultat dans la montée d'énergie, la stabilité, la Kundalini, parce que l'énergie est trop dilapidée, éparpillée. Alors le parcours qui pousse vers la fidélité, c'est important. Et le troisième élément que je voulais dire dans ça, c'est finalement tout ce qui touche la masturbation. De nos jours dans la société, on encourage les gens à se masturber, puis on dit qu'il n'y a pas de conséquences, puis on pense que c'est même sain. C'est vraiment important que les gens commencent à découvrir qu'il y a des conséquences énergétiques profondes au fait de se dévitaliser si souvent. Et que c'est une pratique qui graduellement peut être espacée de plus en plus. Moi, je dis souvent aux gens, si vous libérez votre énergie une fois par jour, apprenez à la libérer aux 2 jours. Si vous la libérez aux 2 jours, apprenez graduellement à la libérer aux 4 jours. Si vous la libérez une fois par 4 jours, apprenez à la libérer une fois par semaine ou par 8 jours. Si vous la libérez une fois par semaine, apprenez à la libérer une fois par 2 semaines. De cette façon-là, on espace toujours plus, on refait notre énergie vitale, on devient de plus en plus chargé, puis cette énergie-là rayonne dans notre potentiel multidimensionnel. Et on apprend à se défaire de l'habitude de gaspiller notre énergie comme ça dans la masturbation. Et avec le temps, on délaisse cette pratique-là. Et on en vient à tout se préparer pour vivre vraiment notre sexualité à travers le massage tantrique, les unions complètes quand on est prêt avec quelqu'un. Puis toute notre énergie pousse pour aimanter davantage la personne au lieu de dilapider l'énergie puis de baisser notre taux vibratoire. Et quand la vibration est plus haute parce qu'on la baisse moins, le partenaire aussi sent notre énergie plus haute, les unions, les massages, les touchés sont beaucoup plus agréables de part et d'autre. Et en plus, ça fait en sorte que quand l'énergie est plus haute, on est beaucoup moins dépressif. Il y a beaucoup de gens qui vivent des états dépressifs puis ne savent pas que c'est relié à une dévitalisation fréquente. Quand l'énergie est plus conservée, on marche beaucoup plus sur un nuage, on est beaucoup plus léger, la vibration nous porte et ça facilite tout ce qu'on a à faire. Alors, moi j'enseigne un courant qui pousse les gens à découvrir comment, en gardant davantage nos énergies, c'est très très sain et ça a plein de conséquences bénéfiques et qu'on peut apprendre à délaisser ces schémas-là
qui sont désastreux au niveau des fuites énergétiques multiples, puis comment l'énergie sort de partout, puis fait vieillir en accéléré, baisse le ton de la voix, fait cerner puis rider, la peau devient de plus en plus sèche, les sphincters deviennent atrophiés, la lubrification est moins nombreuse, le tonus sexuel chez l'homme est moins fort. Tous les hommes et les femmes qui découvrent la sexualité tantrique puis qui apprennent à ne plus gaspiller leur énergie en masturbation ou en relation à deux se rechargent et ont des effets extraordinaires. Puis c'est d'autant plus marquant s'ils sont un peu plus vieux aussi puis qui étaient plus dévitalisés et qui voient là qu'ils ont plus d'énergie. Donc même à 60, à 70, à 80 ans, c'est toujours bénéfique d'apprendre à se recharger. Mais si on découvre ça plus jeune, on gaspille notre énergie beaucoup moins. Et les gens plus jeunes peuvent avoir des éveils de conscience beaucoup plus rapides s'ils commencent plus jeunes. Alors voilà en gros les 3 éléments, les 3 piliers de l'éveil ou de notre mission de vie. Si à travers tout ce qu'on vit, on est vigilant avec la décristallisation de notre ego pour le voir réagir, puis apprendre comment on peut le décristalliser pour plus qu'il se manifeste de la même façon à travers tout ce qu'on vivait. Comment dans notre rapport humain, on voit le feu sexuel qui s'éveille et qu'on apprend à le maîtriser. Puis il y a un apprentissage, des enseignements à faire, à donner aux adolescents et aux adultes. Et quand vous savez ça, vous devenez des messagers. Puis vous avez sur mon site aussi everyoneWeb.fr, sexualité tantrique,